Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Message de félicitations du président de la République au Premier ministre éthiopien, sachant que l'Éthiopie célèbre aujourd'hui l'indépendance et sa fête nationale. Et début des examens du BEF 2023, une journée cruciale pour les élèves de 9e année. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à tous. Le président de la République a adressé un message de félicitations à l'endroit de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan qui vient aujourd'hui de remporter les élections présidentielles dans ce pays frère et ami en ce jour donc historique où le peuple et ami frère turc se prononce majoritairement en faveur de la poursuite de votre action à la tête de votre pays. Je me fais ici l'honneur et l'immense plaisir de vous transmettre mes chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux ardents de réussite. Votre réélection est l'insigne marque d'une volonté manifeste de vos compatriotes préférant l'expérience et l'acquis à l'improvisation et l'aventure. Nul doute que le renouvellement de confiance dont vous venez de bénéficier servira de dynamique supplémentaire à votre quête inébranlable visant à connecter la Turquie à davantage de bien-être et de progrès, a indiqué le président Guelleh. Et selon les résultats portant sur plus de 98% des bulletins publiés par l'agence officielle Andalou, le chef de l'État a obtenu 52,1% des suffrages contre 47,9% face à son rival social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu qui a 74 ans et a perdu donc l'élection présidentielle lors du second tour qui s'est déroulé aujourd'hui, donc au 28 mai. Des rassemblements spontanés se sont formés partout dans les villes où le président Erdogan a triomphé, en particulier au cœur de l'Anatolie. Recep Tayyip Erdogan a reçu donc les voix de 52,08% et Kemal 47,92% et 99,2% des bulletins de vote ont été dépouillés. Selon l'agence Anka, Recep Tayyip Erdogan a eu donc des 52,04% des voix et Kemal donc 47,96% et 98,89% des bulletins de vote ont été dépouillés. Le discours de victoire de Recep Tayyip Erdogan, donc il a indiqué, il a remercié tous ceux qui ont confié donc la responsabilité de gouverner le pays pour les 5 années supplémentaires, a déclaré Recep Tayyip Erdogan dans son discours de victoire à Istanbul. Nous avons remporté le second tour de l'élection présidentielle avec le soutien de notre nation, a-t-il ajouté. L'émir du Qatar a félicité le président Erdogan et les félicitations de Viktor Orban n'ont pas tardé. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a également adressé un message de félicitations au Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali, dont le pays célèbre aujourd'hui l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président Guelleh a formé de vœux de succès et de réussite au Premier ministre, Dr Abiy Ahmed, ainsi que davantage de progrès, de développement et de prospérité au peuple frère et ami d'Éthiopie. Il mit ensuite à profit ce télégramme pour rendre un hommage appuyé au leadership clairvoyant du Premier ministre éthiopien, qui sut faire valoir en définitive dans son pays le retour de la concorde nationale, de l'unité et de la fraternité. La République de Djibouti se réjouit des relations privilégiées de coopération et de complémentarité qu'elle entretient avec la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, a également écrit le chef de l'État. Dans ce télégramme, notre pays n'aura de cesse d'œuvrer toujours en faveur du renforcement des partenariats stratégiques liant nos deux nations dans la quasi-totalité des domaines de développement, a-t-il noté dans le même document, avant de réitérer ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des concitoyens éthiopiens. Un message similaire a également été adressé à la présidente de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Mme Sahle-Work Zewde. Le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Redouane Abdillahi Bahdoun, a présidé aujourd'hui une cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre les différents organes de presse écrite et audiovisuelle de la République de Djibouti et l'agence de presse publique palestinien. L'événement a réuni sur place l'ambassadeur palestinien à Djibouti et plusieurs directeurs et responsables des institutions de l'information djiboutiens. Il s'agit là d'une étape cruciale qui marquera sans doute un jalon significatif dans les relations entre
entre nos deux nations sœurs et renforce donc la coopération médiatique bilatérale. Force est de rappeler que ce partenariat renforcera la capacité de diffusion des informations objectives, équilibrées et précises aux deux publics respectifs, une nouvelle opportunité pour une coopération fructueuse dans le domaine des médias entre Djibouti et la Palestine. L'ambassadeur de la Palestine à Djibouti a souhaité donc un partenariat fructueux et une collaboration mutuellement bénéfique pour les années à venir. Fidèle à son franc-parler, le ministre de la Communication, Redouane Abdullahi, a mis l'accent sur le rôle catalyseur que joue cette entente et cette coopération dans la consolidation de la liberté de la presse, mais aussi dans la promotion de notre patrimoine culturel. Et dans son intervention, l'ambassadeur de la Palestine à Djibouti, Dr Roued Abou Amcha, a annoncé qu'il a signé donc 2 conventions avec le ministre de la Communication lors de la prise de parole après la signature. La première concernant la coopération entre les agences d'information djiboutiennes et palestiniennes et la deuxième concernait la coopération entre la radio-télévision de Djibouti, la RTD, et la radio-télévision palestinienne. L'ambassadeur palestinien a remercié le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour le soutien à la cause palestinienne, le gouvernement de Djibouti et le ministère de la Communication. Le peuple palestinien reconnaît, a-t-il dit, le soutien du peuple djiboutien envers la cause et les droits des Palestiniens. Il a fait part au ministre que les 2 accords permettront de renforcer davantage la coopération entre Djibouti et la Palestine, notamment à travers les médias des 2 pays frères. Écoutons également l'intervention du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications. Honoré de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la signature d'un mémorandum d'entente historique entre le radiodiffuseur et l'agence de presse publique de la République de Djibouti et leur homologue de l'État de Palestine. Cette étape marque un jalon significatif dans les relations entre les 2 nations sœurs et renforce la coopération médiatique bilatérale. Le pouvoir des médias dans la promotion de la compréhension mutuelle, de l'amitié et de la coopération entre les peuples ne peut être sous-estimé. En signant ces mémorandums d'entente, nous reconnaissons l'importance cruciale d'établir des liens solides et durables entre nos diffuseurs audiovisuels et nos agences de presse. Ce partenariat renforcera notre capacité à diffuser des informations objectives, équilibrées et précises à nos publics respectifs. Il ouvrira également de nouvelles perspectives pour des échanges de contenus, de programmes et d'expertise journalistique, permettant ainsi à nos citoyens d'accéder à une plus grande diversité d'informations et nous pourrons relever les défis communs auxquels nous sommes confrontés dans le domaine des médias. Nous pourrons également promouvoir davantage notre patrimoine culturel. Nos réalisations et nos aspirations communes renforceront ainsi les liens d'amitié et de compréhension entre nos peuples. En travaillant ensemble, nous renforcerons également notre capacité à informer, éduquer et divertir nos publics dans un environnement médiatique en constante évolution. Je tiens donc à féliciter chaleureusement toutes les parties impliquées dans la concrétisation de ces mémorandums d'entente. Je suis convaincu que ce partenariat portera ses fruits et créera de nouvelles opportunités pour une coopération fructueuse dans le domaine des médias entre Djibouti et la Palestine. Les épreuves du brevet d'études fondamentales, le BEF, pour la session 2023 pour les élèves de 9e année ont démarré ce matin dans les centres d'examen prévus de la capitale et dans les régions. Cette année, quelques 11 418 candidats se sont présentés aux épreuves écrites du BEF dans les 41 centres d'examen de la capitale et des régions de l'intérieur. Conformément à la politique de décentralisation, les examens se déroulent aussi bien dans la capitale où 21 centres d'examen ont été mis en place dans les différentes communes et 20 autres sont opérationnels dans les régions de l'intérieur. Plusieurs centaines d'enseignants et de personnels administratifs sont également mobilisés pour assurer la bonne tenue des examens et c'est tôt le matin que les centres d'examen ont ouvert et les candidats ont planché sur les épreuves écrites dans les disciplines comme le français et l'histoire-géographie. Le MENFOP avait mis les petits plats dans les grands pour assurer une parfaite organisation des épreuves. Sécurité des sites d'examen, mobilisation policière mais aussi des enseignants et de personnels administratifs pour assurer la surveillance des salles d'examen et prévenir ainsi toute éventuelle fraude.
Et à la tête d'une forte délégation, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mayoub, a visité plusieurs centres d'examen de la capitale pour constater de près le bon déroulement des épreuves. La visite a démarré par le collège de Boulaos, où le secrétaire général et ses proches collaborateurs ont été accueillis par le principal de l'établissement. Le secrétaire général et sa délégation ont visité les salles d'examen et le secrétariat pour s'assurer que les conditions matérielles étaient toutes réunies pour pouvoir organiser les épreuves du BEF dans des bonnes conditions. Puis la délégation s'est dirigée vers le collège de Fukuzawa à Balbala. À chacune des étapes de la visite, le secrétaire général et sa délégation ont pu observer et juger de la qualité de l'organisation matérielle des épreuves. Ils ont eu quelques échanges avec les responsables pédagogiques et les chefs de centre pour s'enquérir du bon déroulement des examens. Rappelons que cet examen se déroule également dans toutes les régions du pays et que la préparation et la correction sont décentralisées depuis quelques années. C'est avec un sentiment d'extrême satisfaction que le secrétaire général a clos sa tournée. Il a déclaré que les épreuves du BEF se déroulent dans des conditions optimales et que les résultats seront proclamés selon le calendrier initial. Dans tout le pays, à Djibouti-Ville par exemple, 21 centres ont été prévus pour accueillir les enfants et dans les régions, 20 centres ont été également ouverts pour que les élèves puissent passer les épreuves du BEP. Ce qu'on peut dire dans la journée d'aujourd'hui, les épreuves du BEF se sont très bien déroulées à Djibouti comme dans les régions où 11 500 élèves ont pu composer. 11 500 élèves accueillis dans 41 centres du pays. Merci. Dans l'actualité également, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Ouloufa Ismail Abdo, a participé aujourd'hui à la 42e conférence régionale de la Ligue arabe du secteur des affaires sociales, en particulier le département de la famille et de l'enfance. Organisée par le Qatar, cette conférence régionale a eu comme thème la prévention des graves violations contre les enfants dans les conflits armés. Cette réunion, qui a réuni de nombreux représentants des pays arabes, a eu comme objectif la sensibilisation et la mobilisation des pays membres quant à la protection des enfants impactés par les conflits armés. La tenue de cette conférence illustre l'engagement sans faille des pays arabes à protéger les droits des enfants dans les zones à conflit, le but étant de garantir à ces derniers un avenir sûr et pacifique en accord avec les principes énoncés dans la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant. Cette conférence fut également l'occasion de partager les expériences, les bonnes pratiques et de mettre en place des mesures préventives contre les violations graves de leurs droits. Et dans son discours prononcé lors de cette réunion, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Ouloufa Ismail Abdo, a donc remercié l'État frère du Qatar pour cette noble initiative qui mérite louange et appréciation, en soulignant que la conférence régionale sur la protection des enfants dans les conflits armés au niveau de la région arabe constitue une importante étape dans les efforts déployés pour réduire ces violations préoccupantes. Cette conférence intervient à un moment où la voix de l'UNICEF s'élève, dont les rapports annuels mettent en garde contre la gravité de ces violations et abus qui détruisent les enfants et les familles et déchirent le tissu des sociétés, a affirmé la ministre des Affaires sociales, Mme Ouloufa Ismail, a profité de cette opportunité pour apprécier les progrès réalisés par la Ligue des États arabes dans le renforcement de la protection des enfants dans les conflits armés grâce à des mesures concrètes, en soulignant la nécessité d'avancer dans cette voie et que la protection des enfants et de leurs droits dans nos pays arabes restait une priorité. La ministre a également rappelé que Djibouti, situé dans la Corne de l'Afrique, accueillait depuis des décennies des dizaines de milliers de réfugiés fuyant les conflits armés et les crises économiques, et qu'elle a signé à la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 et à la Charte africaine des droits de l'enfant. Nous affirmons, a-t-elle indiqué, notre soutien au progrès le projet de déclaration qui sera publié par cette conférence, convaincu qu'il est nécessaire de mettre fin aux souffrances des enfants touchés par les conflits armés, en soutenant tous les efforts visant à protéger les enfants dans les zones de conflits armés, a déclaré la ministre à l'issue de son intervention.
L'inspectrice générale Mouna Ismail Abdo a parrainé la cérémonie de clôture d'un atelier de formation, de renforcement des capacités des enseignants d'arabe qui s'est tenu aujourd'hui au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. L'objectif étant de renforcer l'utilisation des TIC et des ressources numériques dans l'enseignement arabe. Cette session de formation organisée par le MENFOP en collaboration avec l'ICESCO a duré 4 jours. Cette formation a permis aux participants de renforcer leurs connaissances et leurs compétences dans des domaines aussi variés que les outils comme les applications numériques concourant au renforcement de leurs capacités pédagogiques. Et les bénéficiaires de la formation ont exprimé leur satisfaction face au parterre des responsables du MENFOP et l'expert Dr Anas a quant à lui loué le sérieux et l'engagement des participants. La cérémonie s'est achevée avec la remise des certificats. الكفاءة المعلم الرقمي. Et l'expert de l'ICESCO a dans un mot prononcé à cette occasion remercié donc la République de Djibouti et le ministère de l'Éducation nationale pour avoir organisé donc une formation sur les compétences numériques pour les enseignants arabophones. Et cette formation vient en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Cette formation vise à renforcer les capacités des enseignants en langue arabe sur l'utilisation des nouvelles technologies et des sources numériques, et cela dans l'enseignement de la langue arabe et autres. Et durant cette formation, les participants ont été formés sur les importantes sources numériques et les nouvelles technologies qui les aideront à enseigner, et cela pour les arabophones comme pour les autres. Les membres du comité d'organisation du Hajj 2023 mis en place par le ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf ont tenu leur première réunion de concertation. Les participants à cette séance de travail ont discuté des conditions d'accueil des pèlerins djiboutiens, mais aussi du bon déroulement du pèlerinage, présidé par le président du comité d'organisation du Hajj 2023 en présence de tous les membres du comité d'organisation. Plusieurs autres points ont été à l'ordre du jour de cette réunion de travail, tels que l'affrètement des bus pour l'acheminement des pèlerins vers les résidences réservées, ainsi que l'acheminement des pèlerins vers la Mecque et l'assistance sanitaire des pèlerins djiboutiens. Rappelant que le premier groupe de pèlerins djiboutiens est attendu le 2 juin prochain sur la Terre Sainte. Dans le cadre de la coopération sino-djiboutienne, une délégation de parlementaires forte de 14 députés et de 5 cadres de l'administration parlementaire s'est rendue en Chine, conduite par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale le 8 mai dernier, afin de participer à un séminaire et rencontrer par la même occasion leurs homologues chinois et de visiter ce grand pays continent riche de culture et d'histoire. Ce séminaire a pour ambition de promouvoir l'amitié traditionnelle entre la Chine et Djibouti et la coopération dans le domaine notamment économique et commercial. L'occasion aussi pour la délégation parlementaire djiboutienne d'appréhender l'histoire de la civilisation chinoise riche de 4000 ans, les différentes dynasties, l'origine de la calligraphie chinoise, ses traditions et coutumes les plus populaires. En nouvelle nationale, toujours, rencontre littéraire avec les auteurs Cheikh Ouatta et Moussa Souleymane. Et c'est suite au salon du livre que les deux auteurs djiboutiens vont effectuer une tournée littéraire dans les centres de lecture et d'animation culturelle des CDC de la capitale et des régions de l'intérieur. Et dans l'après-midi du 23 mai dernier, le CDC de Cartesset a eu l'honneur d'accueillir la deuxième étape de la caravane des rencontres littéraires organisées sous l'égide du ministère de la Culture et de la Jeunesse et portée par son service technique de la promotion du livre et de la lecture publique. Ainsi, les auteurs, le docteur Cheikh Ouatta et le docteur Moussa Souleymane, ont participé à un échange riche avec les jeunes passionnés de littérature du CDC de Cartesset de la commune de Boulaos. Les discussions ont plus particulièrement porté sur l'importance du rythme et du son dans l'écriture littéraire djiboutienne. L'occasion également pour les jeunes de rencontrer et d'interagir directement avec des auteurs djiboutiens.
Le mouvement des jeunes une et indivisible a organisé hier au Gadilé Resort Hotel à Tadjoura un séminaire de formation et d'orientation des jeunes sur les techniques de recherche d'emploi à l'intention des jeunes en provenance des régions de l'intérieur. Et 70 jeunes ont bénéficié de cette formation sur les techniques de recherche d'emploi. L'objectif de ce séminaire étant principalement d'inculquer aux jeunes la maîtrise des compétences de recherche d'emploi pour intégrer le marché du travail de plus en plus compétitif. La formation a porté sur les outils et les mécanismes de recherche d'emploi comme la rédaction du CV et de la lettre de motivation, l'organisation pratique de la recherche d'emploi et enfin l'entretien d'embauche. La recherche d'emploi est un processus d'adéquation entre votre profil et la réalité d'un marché du travail en constante évolution. L'objectif principal de ces séminaires est de fournir aux jeunes diplômés ou non diplômés en quête d'un emploi les outils essentiels pour identifier, postuler et obtenir un emploi par les méthodes et techniques de recherche d'emploi. Les formations que les participants tireront de cette formation devraient être utiles dans la recherche d'emploi. Nous attendons des participants qu'ils transmettent ce qu'ils ont appris ici à d'autres jeunes qui n'ont pas eu la chance de participer à ces séminaires. J'espère également que cette formation vous aidera à améliorer votre recherche d'emploi avec des outils de recherche d'emploi. Et dans l'actualité également, dans le dossier de cette édition, nous allons parler donc de la traite des chamelles dans le secteur de Makadaf. C'est un document de la rédaction. Regardez. La saison de pluie a été meilleure cette année dans la région de Tadjoura, comme en témoigne l'abondante verdure, aussi bien sur les bordures de route que sur les montagnes. Les retombées de pluie se sont particulièrement manifestées au niveau de la qualité de cette saison, surtout les laits des chamelles. Nous nous sommes intéressés ainsi au processus de production et de mise en vente de ces laits très appréciés de communautés rurales et citadines. Pour comprendre cela, nous nous sommes rendus aux zones rurales, notamment à 14 km de chef-lieu de Tadjoura, à Makadaf. Nous sommes allés à la rencontre d'une famille qui vend les laits des chamelles. Vers 17h30, c'est l'heure de retour des chamelles, la traite du lait peut commencer. À 2 ou à 4 mains, l'opération n'a pas de secret. La traite des chamelles se fait à 2. Ils traitent d'une main et tiennent le récipient de l'autre. Quant aux chamelons, ils attendent impatiemment. Les chamelles sont traitées à 1 à 2 fois par jour. Les petits et détachés conduits auprès de leur mère, les éleveurs font têter quelques instants simplement pour amorcer la montée du lait. Le lait de chamelle est apprécié pour ses qualités nutritionnelles. Il est moins chargé en matières grasses que le lait des vaches. On est à Makadaf, à quelques kilomètres de chef-lieu. Tadjoura est proche. Il faut récolter les laits, c'est autour de la vente. Nous le vendons au bord de la route. Et aussi, on a chemin vers Tadjoura. Traiter une chamelle n'est pas difficile. On peut le faire dans toutes les situations. Nous avons que ça pour le travail. Une fois récolté les laits, c'est autour de la vente. Ces récipients sont très attendus par les automobilistes. Ils sont très nombreux à fréquenter cette route importante qui relie Tadjoura à Badaoua. Ils s'approvisionnent en les frais, ravis aussi que la traite se fasse sous leurs yeux. En plus d'être une excellente source de revenus pour les éleveurs, les laits des chamelles est apprécié aussi bien par ses consommateurs que ceux qui les vendent. Pour les consommateurs, c'est un aliment presque complet qui permet de prévenir les carences et les maladies. Quant aux vendeurs, le lait des chamelles est une belle opportunité pour générer des revenus réguliers. Ce qui rend ce lait remarquable, c'est sa richesse exceptionnelle en vitamine C. Les retombées de pluie sont source du bonheur. Elles permettent à la terre de se désaltérer et de s'enrichir. Et aussi,
Elle améliore les conditions de vie de ces populations rurales comme source de revenus. En sport, à présent, le grand meeting de Dakar a été un véritable succès pour l'équipe nationale d'athlétisme. 4 athlètes ont brillé sur la piste en remportant des médailles d'or et d'argent. Zaourah Ali et Fathia ont réalisé une performance exceptionnelle en remportant respectivement la médaille d'or et d'argent dans la série de 800 mètres. De leur côté, Muhyiddin Abdi Waïs et Hussein Sougayaden ont également brillé en remportant l'or et l'argent sur les 5000 mètres. Ces résultats exceptionnels sont le fruit d'un travail acharné et de la collaboration étroite entre les différents acteurs du sport djiboutien, le secrétariat d'État au sport, la Fédération djiboutienne d'athlétisme et le comité national olympique et sportif djiboutien ont travaillé main dans la main pour permettre à nos athlètes de briller sur la scène internationale. Le soutien du président de la République à travers la bourse IOG a été surtout et aussi un élément clé pour la réussite de nos athlètes. En sport, toujours à l'issue de la 18e et dernière journée du championnat national de football et de la première division, et comme d'habitude, la Fédération djiboutienne de football a organisé hier soir au stade Gouled la cérémonie de clôture de la saison. L'équipe CFGR-CIAF est déclarée championne et a reçu à l'occasion de cette soirée le trophée par le président de la Fédération djiboutienne de football. En effet, l'équipe de la garde républicaine a réalisé durant toute cette saison sportive un excellent parcours. Elle a redynamisé son effectif de joueurs en recrutant de très jeunes joueurs djiboutiens très talentueux. Ce choix adossé à une volonté farouche affichée de ses dirigeants de gagner toutes les compétitions de football national pour aller ensuite défendre les couleurs nationales au niveau régional et continental. Et de ce fait, servi donc de catalyseur. Ainsi, aujourd'hui, le pari est gagné et l'équipe de la garde républicaine vient de remporter haut la main le titre et le trophée du championnat national de football de première division de la saison. Et donc le trophée leur a été remis des mains donc du président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan Waberi. cod buuxa iyo dareen cugan oo cuddoon rag iyo dumar ku cabireen inaanay ka caajisayn xilka qaranku u cayimay ismaaciil ciiltiro jabuuti ciyaarihii cirka karsiisayo adduunka la cajabe hajira cimriga hajiro caafimaad kuwaan اسماعيل عيلترو جابوتي عياره إنك كرسيسة يوم أدوك لا عجبي هجرة هجرة عمريقة هجرة عافي ما تكوان على كرو قادي جيري نباري مدو إيو عدا إلا ما أنتي عسرقة ومها عصبة والله الحمد لله شعورتنا فعنتها. Et là, nous passons à l'actualité internationale. L'Égypte a dévoilé hier 2 ateliers dédiés à la momification d'humains et d'animaux à Saqqara, dans la nécropole de Memphis, la capitale de l'ancien empire des pharaons. Le site de Saqqara, à 15 km au sud du Caire et des célèbres pyramides du plateau de Gizeh, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et est connu pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djeser. Ces 2 ateliers, dont l'un est consacré à l'embaumement des momies humains et le second à l'embaumement d'animaux sacrés, date de la 30e dynastie et de la période
Ptolémaïque, soit entre 2400 et 2000 ans, a détaillé le patron du Conseil suprême des Antiquités, Mustafa Waziri. Les archéologues égyptiens ayant découvert des instruments de momification, des récipients en terre et des objets de rituel, ainsi que dans celui dédié aux animaux. Le Caire avait annoncé la découverte de plus de 2000 têtes de béliers momifiées, ainsi que des momies de brebis, de chiens, de chèvres, de vaches, de gazelles et de mangoustes. L'Égypte annonce régulièrement des découvertes archéologiques de ce genre. Fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous avec la suite des programmes sur Télé Djibouti.